officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Christiane Poète, ça fait déjà un bon moment que tu vis en Hollande, à Amsterdam. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire entre cette culture hollandaise et ta culture d'origine française? Il y a une valeur de la vie aux Pays-Bas qu'on ne trouve pas à Paris, par exemple. Amsterdam, c'est la capitale des Pays-Bas. Il y a des parcs. Il y a de la verdure, il y a des fleurs, il n'y a pas beaucoup de circulation dans le centre de la ville. Ils ont mis en place un système, tu vois, qui fait que les voitures, ça coûte tellement cher pour parquer sa voiture qu'il n'y a presque plus de gens qui mettent leur voiture dans la ville. Les gens, ils se sauvent de la ville, donc c'est des libéraux, les Hollandais, hein. Alors donc, on n'impose pas les choses, et on fait. On fait des places de parking hyper chères, comme ça les gens ne viennent plus. On interdit des rues, on met des pylônes dans les rues commerçantes, ils mettent des pylônes au milieu, tu ne peux plus passer, quoi. Et ils ne demandent pas, et donc il y a une politique de la ville qui est vachement importante. Je sais pas si, on la sent moins en France, la politique de la ville. Et leur système politique est vraiment autrement, il est beaucoup plus démocratique qu'en France, hein. Et tout le monde ça ne veut pas dire qu'il y a plus de gens qui votent, hein. C'est un peu la même chose partout en Europe. Les gens vont moins voter. Mais ils sont beaucoup plus respectueux, beaucoup plus obéissants. Ils vont pas se mettre, à chaque des problèmes. Les Hollandais, ils négocient avant. Ils font des coalitions, ils négocient. C'est un peuple qui négocie. On négocie. Et après, on négocie. Et après, si ça marche pas, on fait une action. Mais on fait tout dans la négociation pour qu'il y ait une coalition, pour que ça marche. C'est le consensus. Ils sont toujours dans le procédé du consensus. Et donc, il y a très peu de grèves aux Pays-Bas, parce qu'en plus, c'est vraiment différent, parce que c'est par secteur. Alors donc, ils font une réunion, il y a les travailleurs, les syndicats, les patrons, et puis ils décident l'augmentation de ci, et comme c'est par secteur, ça va beaucoup plus vite. Il y a des problèmes, c'est des libéraux, et après, on diminue la fonction publique pour envoyer beaucoup de gens dans le privé. Ça, c'est le problème qu'on trouve partout. Mais c'est la politique qui veut ça aussi. Hein, ils ont toujours été capitalistes, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est le pays le plus néolibéral que je connaisse. Mais ça marche. Ça marche. Moi, quand je suis arrivée aux Pays-Bas il y a 33 ans, j'ai été étonnée qu'il y avait déjà tout été informatisé aux Pays-Bas. Alors que je travaillais à l'hôpital à Paris, je faisais encore les rendez-vous sur mon petit calepin. Aux Pays-Bas, ils étaient déjà tous informatisés, tu vois. Et il y a beaucoup de contrôle aussi. Par exemple, quand tu arrives aux Pays-Bas pour y travailler, tu dois t'enregistrer à la ville. Et tu reçois un numéro, tu es contrôlé, tu es déjà enregistré. En France, ça n'existe pas, ça. C'est ça, tu as des droits, mais tu as des devoirs. Et les gens aux Pays-Bas, ils acceptent. Ils ne posent pas de questions. Tu vois. Ils sont vraiment beaucoup plus obéissants, beaucoup plus... Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils sont tolérants. Moi, je ne les trouve pas si tolérants que ça. Les Hollandais, il ne faut pas que tu les embêtes. Quand tu les embêtes pas, quand tu ne vas pas leur chercher des noix, ils t'acceptent. Alors si tu commences à leur chercher des noix, ils deviennent un peu agressifs. Ils boivent beaucoup de bière. Hein. La bière, ça peut rendre agressif. C'est quand même un paradis fiscal, non? Oui, alors pourquoi? Et en plus, comme c'est un paradis fiscal, ils reçoivent beaucoup de l'argent des multinationales. Hein, parce que tu as des multinationales qui s'installent aux Pays-Bas parce qu'elles ne payent presque pas d'impôts. Parce que maintenant, ça diminue, parce qu'avec l'Angleterre qui est sortie de l'Europe, donc il y a des grandes multinationales qui étaient... Par exemple, l'industrie, le truc européen du médicament, il est à Amsterdam maintenant. Donc ça crée des emplois. Mais donc les grandes multinationales, des fois, elles payent 3-4%, 5%. Au lieu d'en payer 20 comme en France. Je ne sais pas combien on paye en France c'est même plus que 20. Et donc ça fait qu'ils attirent les multinationales. Et ces multinationales, elles donnent de l'emploi, elles donnent de l'argent. Alors si bien que les Pays-Bas, c'est un pays riche, qui a bien profité de l'euro. C'est un des pays comme avec l'Allemagne, qui a vraiment profité, c'est des pays libéraux, qui ont bien profité de l'euro. Donc ils peuvent avoir une politique sociale très forte. Par exemple, nous on parle de 1063 € en France.
Mais les Hollandais, il n'y a pas un Hollandais qui a vécu toute sa vie en Hollande qui ne gagne pas moins de 1100 euros. Parce que le RSA, il est à 1100 euros. Là, ils ont un autre système pour la retraite, mais le minimum de la retraite, c'est 1200 euros. Quand tu as moins, ils te donnent un ajout pour arriver aux 1200 euros. Et il n'y a pas de gens qui... les salaires sont plus élevés aux Pays-Bas. Ils payent beaucoup d'impôts. Hein, mais bon, les salaires étant plus élevés, mais les gens sont plus heureux aux Pays-Bas. Ça va pas. Et la pauvreté, tu la vois moins parce que c'est des calvinistes, hein, c'est des protestants. Donc on ne montre pas. Alors il y a beaucoup de choses qui sont cachées aussi. Ils ne sont pas très expansifs, ils ne montrent pas. Ils cachent beaucoup. Mais ça vient aussi de leur culture. Et ils sont... c'est pas facile d'entrer dans le... Et ça, c'est peut-être parce que je suis étrangère aussi. Je pense que quand tu es étranger dans un pays, c'est toujours difficile de... Tu essaies de t'intégrer. Déjà, il faut parler la langue. Le hollandais, je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Et je le parle. C'était dur. Hein. Et même, moi j'ai un accent et tout. Et ils sont gentils, ils aiment bien l'accent français. Par contre, si tu as un autre accent, peut-être pas. Hein. Mais quand tu es français, oui, c'est joli, l'accent français. Mais des fois, il y a des petites picards. Vous êtes là depuis 20 ans, vous ne parlez pas encore. Vous avez encore un accent français. Alors qu'eux, ils vont tous les ans en vacances en France, ils savent pas un mot de français, hein, mais c'est pas grave, tu vois. Et c'est comme ça. Mais en général, ils sont assez gentils, ils aiment bien les Français, les Hollandais. Ils aiment bien les Français, ils aiment bien la France. Mais des fois, ils ont du mal à nous comprendre. Parce qu'ils disent, oui, les Français, ils sont toujours en train de râler. Les Français, ils sont toujours en train de faire des grèves. Et les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est les gilets jaunes? Qu'est-ce que c'est possible que ça existe, des insurrections? Parce que pour eux, c'est pas imaginable. Et puis, même la police, elle est autrement aux Pays-Bas. La police, ils n'ont pas le droit d'avoir les armes qu'a les policiers français. C'est interdit, les balles, les pistolets avec les balles en caoutchouc, c'est interdit aux Pays-Bas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut être répressive, la police aussi. Mais c'est moins... Là, dernièrement, il y a eu des manifestations à cause du Covid, il y a un flic, il a tiré sur des gens, ils ont blessé une personne. Il a tiré avec son revolver sur des gens. Ben, ça n'a pas fait... Ça aurait été en France, je ne te dis pas. Mais là, bon, ils considèrent que de toute façon, à partir du moment où tu n'es pas dans ton droit, si tu n'es pas dans ton droit, tu fais quelque chose d'illégal, tu peux être tué, tu vois. C'est quand même à l'extrême, ça. Mais oui, mais c'est comme ça. Ils sont assez... ils sont comme les Allemands, un peu. Ils sont comme ça. Et par exemple, tu es hyper contrôlé aux Pays-Bas. Tu es au chômage, c'est l'autre côté, tu vois. Le côté des libertés qui sont déjà supprimées par le libéralisme. Moi, des fois, ça me met en colère, parce que moi, je suis française, ma liberté, c'est important. Mais ils acceptent beaucoup de choses, tu vois, beaucoup de choses par rapport à leur liberté. Ils se battent pas pour leur liberté. Quand ils vont dans la rue, par exemple, à cause du Covid, ils sont allés dans la rue, pourquoi? Parce qu'ils pouvaient plus aller au café boire leur bière, ils pouvaient plus aller au match de foot. C'est simplement ça, tu vois. Bon, la culture, ça, c'était encore... Je comprends qu'on aille dans la rue pour la culture. Mais dans ces manifestations, il y avait beaucoup de gens d'extrême droite qui étaient là seulement. Tu dis, ne pas aller au café, c'est vraiment quelque chose, parce que ça fait, le café, c'est quelque chose de leur culture, aller boire leur bière, ils sortent le vendredi soir de leur semaine de travail, et les cafés, ils sont pleins, ils sont tous bourrés, mais ils sont pleins, et ils boivent beaucoup quand même, mais les Français aussi, et donc chaque pays, bon, alors il y a une tolérance par rapport à la drogue, par exemple. Ils ont vraiment une autre politique. Moi, je pense que c'est bien comme politique. Elle est tolérée. Et les Hollandais fument beaucoup moins que les Français. Ils fument beaucoup moins de hashish et d'herbe. Alors que là-bas, c'est légal. Et c'est légal. Et même la prostitution aussi, les filles derrière les vitrines, quand tu viens, ça te choque quand même. Mais en même temps, c'est légal. Ces filles, elles payent des impôts, elles ont une sécurité sociale, c'est des travailleurs, ça s'appelle les travailleurs du sexe. Elles sont considérées, et par exemple, si tu vas dans les quartiers où elles sont, c'est absolument interdit de photographier. Si tu peux photographier, c'est pour leur intimité, tu vois, t'as pas à photographier, et donc tu peux avoir une amende, on peut te supprimer ton téléphone, ça peut aller loin, tu vois, c'est vraiment contrôlé. Bon, il y a aussi des prostituées dans la rue, c'est comme on en trouve partout, et qui sont là, qui sont droguées, mais
Ils ont un côté vachement pragmatique, les Hollandais. Ça va pas, par exemple, ils décident d'une loi, les Airbnb. Il y en avait partout dans la ville. Ils n'en pouvaient plus, il n'y a plus de logement à Amsterdam. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des lois. Alors, tu ne peux pas faire plus de 60 jours par an Airbnb avec ton logement. À Amsterdam, il y a 900 magasins illégaux de souvenirs. 900. Ils ont jusqu'au mois de juillet pour fermer. 900 magasins illégaux. C'est incroyable. Et là, en ce moment, il y a une maire qui est plus à gauche. Hein. C'est les Verts qui sont à la tête de la ville d'Amsterdam. Ça a toujours été la gauche. Hein. C'est les socialistes, les Verts et un parti qui ressemble un peu au Parti communiste. Et c'est une coalition. Et donc là, la maire, c'est une maire verte. C'est vraiment, elle a vraiment pris des mesures très strictes par rapport à la prostitution. Ils vont changer l'endroit où il y a toutes les prostituées. C'est le plus beau quartier d'Amsterdam, mais là ils vont les changer de place. Pour les coffee shops, alors ça c'est la grande discussion toujours. Est-ce qu'on laisse les coffee shops ouverts aux étrangers ou pas? Ça fait des années, tout le temps, chaque nouveau. Si c'est libre, les étrangers peuvent y aller aussi. Oui, mais bon, c'est parce que ça crée des nuisances, tu vois. Ça crée, il y a des régions au sud de la Hollande où tous les Belges, les Français arrivent pour acheter, consommer, et ils font du bruit, et il y a des nuisances. Mais en même temps, si tu ne laisses pas les coffee shops, la drogue, elle se vendra quand même. Elle se vendra dans la rue. Alors, donc, ils ont fait un essai, je crois que c'est à Breda, ils ont interdit les coffee shops, ils ont mis chez les Belges. Les Belges étaient furieux. Et donc, ils les ont interdits et le trafic s'est fait et la criminalité a augmenté automatiquement. Ça veut dire parce que c'est pas autorisé aux Pays-Bas. C'est pas interdit, c'est pas autorisé, mais c'est, comment on dit, toléré. Voilà, c'est toléré. C'est comme tout est toléré, on tolère. Mais quand par exemple quand tu vends, dans ton coffee shop, tu peux pas avoir un kilo, je sais pas combien, et tu peux pas vendre des drogues dures, sinon tu es fermé tout de suite. Hein. Et il y a des contrôles. Ils viennent avec leurs chiens. J'ai vu, sur le moment, j'avais mon magasin de BD en face d'un coffee shop, je me dis, je les ai vus arriver avec leurs chiens. Hein. Et ils contrôlent pour voir la quantité que tu as dans ton coffee shop, et si tu as plus que la quantité que tu as le droit d'avoir, tu es fermé, et tu peux plus rouvrir. Alors, il y a des coffee shops maintenant, en ce moment, tous les coffee shops qui ferment, ils ne rouvrent pas. Parce qu'ils veulent diminuer le nombre de coffee shops. Parce que c'est une économie aussi un peu... ça donne de l'argent à la ville. Mais il n'y a pas que ça. À Amsterdam, il n'y a pas que des fumeurs de hache, hein, faut pas croire. Et dans le sud de la Hollande, il y a eu beaucoup de problèmes avec les coffee shops. Mais ça, c'est la Hollande aussi. Et socialement, ils sont au top, les Hollandais. Hein. C'est comme tous les pays du Nord, hein, comme la Norvège, le Danemark. Ils ont des sous, donc ils achètent la paix sociale. Et donc ils distribuent plus, donc il y a moins de gens il y a moins de gens dans les rues, quoi. À partir du moment où les gens sont... Tu demandes aux Hollandais, la majorité des Hollandais sont contents, ils sont heureux. Hein. On ne parle pas des ennemis des étrangers. Ils n'entendent pas les étrangers. Ils sont... De temps en temps. Mais c'est surtout pour eux, les étrangers, c'est plus les Antillais, les Marocains. Mais les autres étrangers, il y a beaucoup d'Asiatiques aussi aux Pays-Bas. Mais ceux-là, tu les entends pas beaucoup. Ils sont assez tranquilles. Mais il y a beaucoup d'extrême droite quand même. Il y a des partis d'extrême droite. Ils n'ont pas le Front National, mais ils ont des partis qui ressemblent. Ils n'ont pas Zemmour, mais ils en ont un qui est pas loin, tu vois, qui joue plus Playboy et il est moins laid. Mais c'est pareil, tu vois, les étrangers, la politique. Il faut s'occuper des gens. On ne peut pas les laisser comme ça dans la rue. Et aux Pays-Bas, par exemple, la mendicité est interdite. Or, si tu es dans la rue en train de mendier, tu es embarqué par les flics. Et si tu vis dans la rue, tu es embarqué aussi. Là, les clochards, c'est interdit. L'hiver, ils passent en voiture, ils ramassent tous les clochards, ils les mettent dans des centres adaptés pour pas que les gens meurent de froid. Quoi qu'avec la dernière crise, il y a plus de... Ça change aussi, hein, il y a plus de gens dans la rue, il n'y en a pas beaucoup par rapport à la France, vraiment, tu les vois pas les gens dans la rue. Parce qu'il y a des infrastructures. Ils le font plus intelligemment, mais ça ne veut pas dire que le but c'est pas le même. Hein. Ils doivent bien en renvoyer de temps en temps. Hein. Mais en ce moment, bon, on n'en parle pas trop des étrangers. Là, ils sont occupés avec la guerre en Ukraine. Donc, avant, il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre. Alors, ils sont occupés. Mais ils sont très, très individualistes aussi, les Hollandais. Hein.
Et à notre prochain volet, on va parler de l'Ukraine. De l'Ukraine, un petit peu sur l'Ukraine. Merci. Bah, quelle télé télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... C'est tout ce qu'on demande. Bien sûr. Alors, Là, comme ça? Je te regarde ou je regarde la caméra? bah, tu dis ce que tu veux. Bonjour, je m'appelle Armel. Armel Lyons. Hein, tu chantes? Bah, il paraît que je chante, ouais. Ah, c'est très bien ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, et là-haut les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je vois plutôt du noir entre dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi, qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on écrive blanc sur noir, noir sur blanc, surtout du rouge, sang, sans revenir pour qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants. Comme deux gouttes d'eau. Et voici nos perles de la rue.
Aujourd'hui, nous sommes à la galerie First Floor chez Gepetto et Bello. Et nous rencontrons la peintre, prof Anne Rouillon. J'ai beaucoup appris, en fait c'était l'une de mes meilleurs profs, c'était la nature, comme beaucoup de gens disent. C'était au fond l'une de mes meilleures profs, au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, j'étais au Beaux-Arts en mai 68 et c'était extraordinaire, il y avait la liberté totale. La liberté totale, c'était fou. Ils avaient jeté les statues par terre. Les profs, ils nous invitaient pendant le week-end dans leur château. Et puis alors on dansait sur des vieux disques, des vieux disques, Ramona, je fais un rêve, enfin, etc. Et puis qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On se comparait les doigts de pied. On était là. C'était super. Mon prof m'a jamais dit un mot. C'était un prof qui était très sympathique, un bon peintre, très sensible, et que des gens comment dirais-je, que des gens une fois sont passés devant une galerie, ont vu quelqu'un qui faisait une peinture qui leur plaisait. Et ils ont dit à cette personne, écoutez, on vous veut comme prof, on vous veut comme prof. Ils l'ont pris par la main. Et il est venu, et il s'est installé aux Beaux-Arts comme prof, enfin la liberté totale. Et on m'a jamais rien dit, on m'a donné aucune technique, rien. Mais avant, j'avais quand même beaucoup de formation, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, de travailler dans des ateliers. Mes parents m'ont donc payé des ateliers privés. Quand j'avais 15 ans, j'étais à New York. Toute mon enfance, j'ai vécu dans des pays différents tous les 3 ans. Et donc à l'époque, quand j'étais à New York, j'avais 15 ans. Et mes parents m'ont payé pareillement des cours de dessin d'après modèle vivant. J'y allais tous les jours, c'était sensationnel. Donc j'ai quand même... et je faisais aussi de la danse. J'hésitais un petit peu à une époque entre être chorégraphe entre faire de la chorégraphie ou de la peinture. Et puis la peinture était quand même plus nourrissant pour moi. Et voilà, donc pour dire que j'ai quand même une formation, plus un père qui était fou de peinture. Depuis que j'ai, je sais pas quel âge, je regarde des peintures. En noir et blanc, à l'époque, c'était des reproductions en noir et blanc, mais pour moi, c'était extrêmement vivant. Pourquoi? Parce que c'était ma relation avec mon père, comme tous les bébés du monde. Ses parents, c'est le bonheur total. Alors, donc, il était là dans un état de bonheur. C'est quelqu'un de froid, de pet sec et de pet sec et un peu glacial comme ça, mais très sensible. Donc du coup, là, j'avais des moments merveilleux, étant enfant, très rares, autour de la peinture, parce que j'avais peut-être du talent, quoi, parce que je vois mes sœurs, elles ne sont pas toutes devenues peintres pour autant. Tout ça pour dire que je suis peut-être tombée un peu dedans quand j'étais petite, j'ai eu cette chance. Et c'est peut-être pour ça que je suis contente aussi de... J'ai un atelier de peinture, c'est-à-dire j'ai créé une petite association dans laquelle des personnes viennent peindre, viennent essayer de vivre cette chose qui pour moi, qui m'apporte beaucoup dans la vie. Et j'essaie de les aider donc à peindre. Et donc ces personnes, elles, peut-être quelquefois, elles ne sont pas tombées dedans quand elles étaient petites dans la peinture, quoi, comme moi. Alors donc du coup, du coup, j'essaye
de les aider, j'essaye voilà, d'être à leur écoute, et puis comment faire de la peinture, c'est de la folie comme action. Une question que je voulais poser au tableau, c'est quel style que vous faites? C'est bien, vous peignez, visiblement c'est pas du collage ça. Non, c'est pas du collage. Alors, c'est de la peinture à l'huile. Je ne vous ai pas demandé, monsieur. Oui, c'est de la peinture à l'huile. J'adore la peinture à l'huile. Et c'est à l'époque, on faisait de la peinture à l'huile, donc je continue. Je ne vois pas pourquoi je ferais de la peinture acrylique. D'accord. Et alors, donc ça, c'est... Oui, donc c'est d'après nature, et voilà, ça a été ma prof, la nature, enfin la nature entre guillemets. Vos sources d'inspiration. Qu'est-ce que je peux dire? Mes sources d'inspiration. Oui, vous vous inspirez de quoi? C'est quoi qui fait que vous... Oui. Alors... Vous prenez donc le pinceau et puis ça part tout seul? Non. Non, pas du tout. Bon, j'ai envie de peindre, je suis peintre, donc j'ai envie de peindre, c'est une envie. Oui. C'est une envie, et cette envie, elle vient elle vient pas des paysages, ni de la beauté des paysages, ni de la beauté des visages, ou de... ça vient j'ai envie de peindre, parce que j'ai vu des peintures étant enfant, et que voilà, et je veux peut-être revivre des choses qui m'ont apporté de la joie, voilà. Donc j'ai envie de peindre. Hein. Les peintures m'ont tellement apporté, les tableaux, d'émotions. Donc du coup, c'est un peu bêtement d'ailleurs, très souvent je me suis dit ça. Ça va expliquer aussi peut-être ce deuxième mur. Bêtement, comme je suis surtout émotionnée par les peintures et non pas par la vie. Enfin, la vie, c'est la première chose bien sûr, mais c'est surtout par les peintures. Donc de ce fait, du coup, et tout le monde, je crois que tous les artistes font ça, du coup, je fais les mêmes sujets. Au fond, je fais les mêmes sujets que les sujets des peintres qui me donnaient beaucoup d'émotions. Et c'est un peu crétin, mais on fait tous un peu ça. Donc c'était des paysages à l'époque, c'était du nu, là j'ai des tas de dessins de nu aussi, du portrait, j'ai tout ça, voilà. Hein, mais c'est la raison. Ou des paysages urbains. Il se trouve que là, il n'y a pas de paysages urbains. J'ai eu une période énorme de paysages urbains, mais je n'en ai pas là. Du coup, là, je me trouve n'importe où, j'ai envie de peindre, et puis je m'installe mon chevalet dehors, tous les jours de l'année, qu'il fasse froid, chaud, sauf quand il pleut, je peignais dehors. Et voilà ma source d'inspiration. J'ai pensé ça, que c'est un atelier. Ah d'accord, oui. Non, mais j'ai pensé que c'était comme moi, quand j'ai envie de manger, je dis, aujourd'hui j'ai envie de manger du pain, bon, je vais voir le boulanger. Oui. Et je pensais que les peintres, ils faisaient ça, ils disaient, aujourd'hui je vais peindre une maison, ou bien je vais peindre ça, je vais faire ça. C'est pour ça que j'ai posé cette question, mais bon. Oui. C'est très bien ce que vous m'avez dit. Ouais. Et voilà, et donc, je sais pas, par exemple, là je m'étais installée, c'est dans un jardin, c'est un jardin parisien, là, et voilà, puis je vivais des bonheurs absolument extraordinaires, je vois des choses, je vois, comme on ne voit jamais quand on ne peint pas. Tout d'un coup, mais je parlais de ce tableau, par exemple, là je ne vois pas, ça correspond aussi à un état d'âme peut-être. C'était un moment, c'est pas forcément joyeux. Paris, c'est pas la campagne, d'accord. Et ça, c'est vraiment un jardin parisien. C'est des couleurs de Paris. Alors vous avez dit que vous l'avez fait parce que vous étiez à quatre pattes. Et alors je m'étais mis, alors justement, je voulais faire se rejoindre. Je faisais semblant que c'était une vraie forêt. Voilà, mon désir étant parisienne.
j'ai un besoin, comme tous les Parisiens, de nature. Donc souvent, j'ai fait plusieurs paysages comme ça, je me mets par terre, comme ça, et comme ça j'ai l'impression que les arbres sont immenses et que je suis dans une forêt, et que je suis dans la forêt, donc je m'invente ma forêt à Paris, c'était ça. Mais voilà, mais en même temps, j'exprime quand même, oui, c'est un peu ça. Donc je coupe vous voyez, je coupe le haut, comme ça on a l'impression qu'ils peuvent monter encore plus haut. Ça fait rigoler, c'est ça. Et puis il y a du mystère, on se demande peut-être que ça va très très loin. Et alors attendez, ça ce qui est joli là, c'est que ce qui est très joli quand même, c'est que les enfants de 4 ans, 5 ans ou 10 ans qui se baladent dans ce jardin, il est connu, c'est le square René Le Gall dans le 13e, ils font comme moi, ils font exactement comme moi quand ils jouent ensemble et ils disent tous, les enfants, on va dans la forêt, ils appellent ça les forêts. Et alors que voilà, et c'est un jardin qui est connu pour ça, les enfants, c'est assez extraordinaire, il y a des, comment on appelle ça, c'est des arbres, paraît-il, qui ont des, comment on appelle ça, de très belles qualités d'arbres, avec des choses écologiques, là, je sais pas quoi, des très beaux arbres. Il est très connu, et les enfants s'en sont fait des forêts. Bravo, merci. Et en même temps, j'exprime oui. Ce qui est merveilleux dans un art, c'est qu'il y a plein de contradictions. C'est à la fois joyeux, mais en même temps... Sa vie, un art, sa vie. Sa vie, mais en même temps triste aussi, c'est un peu terne. Ça évoque... c'était curieux, c'était au moment de la mort de mon père, que je peins ça. Et oui. Je fais vraiment ce que je vois, hein, quand je peins d'après nature, je fais ce que je vois. Mais c'est ça. C'est très technique quand même. Et je fais vraiment ce que je vois. Si je vois de la terre marron, même un peu terne, un peu triste, je la fais et ça devient beau et je l'aime et j'en mangerai, quoi. C'est pour ça qu'il y a des enfants. C'est quand même beaucoup une histoire de solitude. Et je voulais juste, je sais pas trop ce que je vais dire, mais ça fait rien, ça m'intéresse ce qu'il dit. Et donc, c'est pas bête du tout parce que je suis quand même quelqu'un de la ville, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai eu une enfance, comme je vous ai dit, dans plein de pays différents, puis on habitait quand même au Maroc dans une maison avec un jardin, à New York dans une maison avec un jardin, et puis aussi quand même un appartement. Oui, c'est dans quelle autre ville après, je ne sais plus. À Paris, non, dans un appart. Oui. Enfin bon, oui, je suis quand même un peu urbaine, et puis pour voir de la peinture et des tableaux, c'est quand même plus dans les villes que dans les campagnes qu'on voit de la peinture. Donc à New York, c'était divin, j'avais 15 ans, j'étais plein dans la peinture. Donc enfin j'ai un côté urbain sûrement, comme tout le monde. Et puis alors ce tableau-là, il pourrait avoir un côté urbain parce que ça c'est vraiment la route bête et méchante, là, enfin ça peut être la ville, oui. La ville, mais oui, il y a un côté comique déjà. J'étais émerveillée, donc j'étais absolument émerveillée. Ça, c'est une histoire de vie. Hein, alors, c'est la première fois que je vivais, des voyages entiers dans la campagne. La cambrousse, la campagne en petite voiture avec mon compagnon. C'était divin, je m'en mettais plein la vue, de plein de choses, des tournesols qui, à la fin de l'été, tout ça c'est naïf, mais tout ça j'ai fait de tête, hein, donc j'étais pas sur le motif. Vous savez, des trucs, des ballots de paille sur la nature, là, sur le coin, là. Et je sais pas pourquoi j'ai inventé, j'ai tout mélangé, je savais pas trop ce que je faisais, là on dirait des trucs d'abeilles, là, comment on dit, des ruches. Des ruches et tout ça, bon, là, des petits arbres, là encore des petites maisons, mais j'avais pour moi, c'était comme si, je savais pas que ça existait, de la beauté comme ça, je savais pas que ça existait. Il fallait que tu l'inventes pour ça. Parce que la ville, c'est quand même beaucoup plus terne, c'est pas de couleur, et puis voilà, etc. quoi.
Donc, comme je peignais là pour une... J'ai décidé de changer de... J'ai décidé, faut pas... j'ai décidé de changer de façon de... Non, pas de façon de peindre, mais il fallait que j'arrête de peindre d'après nature, hein, parce que... D'autant que j'avais des élèves, je leur expliquais comment c'était, la perspective et tout. Je dis, ça va, il faut changer de chemin. Donc, j'ai décidé de peindre sans avoir quelque chose devant les yeux. Ça a été très très dur. Il y a même des personnes qui m'ont dit, mais tu sais pas dessiner, enfin on s'est fichu de moi, ça fait rien, c'est pas... Et donc, par rapport à ce tableau, oui, c'est donc très naïf, c'est très naïf, mais on voit que c'est très naïf parce que c'est la première fois que c'était dans les premières fois que je peignais sans avoir le sujet devant moi. Mais j'avais tellement travaillé d'après nature que quand même je savais comment ça se passait, la perspective, il y a toujours une lumière d'un côté, tout ça, j'essayais de réfléchir pour que ce soit vraisemblable, pour qu'on puisse quand même se balader dans ma peinture. Hein. L'idée des fonds, les fonds qui se confondent un peu avec le ciel à des moments, tout ça. La route est tout juste réaliste. Elle serait presque plus réaliste ici là, que là. Alors, à propos de tout ce tableau, il y en a des fois. Je sais pas, j'ai exprimé vraiment la sensation que j'ai de la personne et qui était, je sais pas, j'ai exprimé quand même quelque chose de l'ordre de la vie là. Vous l'avez vu ça? Comment ça, c'est bon? Évidemment, c'est des choses, c'est du vécu, totalement vécu. C'est mon propre détail. Pourquoi 3 ans? C'est un même homme qui dort 3 fois. Ah oui, oh là là. Je suis loin du compte. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je parle encore. Non, mais pour moi, c'était bien. Je peux parler un petit peu de celui-là dans la mesure où j'ai essayé d'exprimer. On y va, je vous écoute. Exprimer ce que je ressens de quelqu'un qui a une façon de dormir que je trouvais marrante. Oui. Complètement flamante comme ça. Non, j'ai peut-être pas regardé beaucoup de gens dormir comme ça de près, c'est sûr. Et j'ai fait exprès que le dessin soit pas tellement juste. J'ai pas voulu forcément faire un dessin très réaliste. Hein. Et je vais vous donner cette impression de poids et de, je sais pas, c'est amusant quoi, et complètement dans son monde, contre l'oreiller et le drap. Et alors ce qui est amusant, c'est le drap, oui. Et alors vous voyez, j'ai travaillé sur le support. Qui est une toile, hein, c'est de la toile. Quand on fait un tableau, c'est ça, c'est du truc comme ça là. Et moi, je le fais moi-même à chaque fois. J'ai commencé comme ça quand j'étais au Beaux-Arts parce que j'avais très peu d'argent et c'était moi qui faisais tout. Hein. J'achetais juste le truc en bois et après je mets la toile, je la tends, d'accord. Après l'avoir tendue, vous voyez, puis après l'avoir tendue, normalement, je mets une colle pour que la peinture à l'huile ne traverse pas. Et après la colle, normalement, on met du blanc, de la peinture blanche. Vous voyez, on la voit ici, on la voit encore un peu là. Mais là, quelquefois, c'est amusant de se donner des difficultés à faire. Et cette difficulté, c'était, j'ai pas mis de blanc. Et ça fait une couleur qui n'est pas une couleur insupportable, un peu, enfin qui n'est pas une couleur. Donc, il fallait que je joue avec ça, qui n'est pas une couleur, il fallait que je mette de la couleur. C'est très amusant de faire ça. Alors justement, tiens, je vais vous montrer. Par exemple, voilà une toile, c'est ça, ça n'a pas de couleur. Et après, on a une palette comme ça, avec des couleurs vives, du jaune, du rouge, du bleu. Ce qui fait que pour faire se rencontrer... c'est très différent il faut faire se rencontrer des trucs comme ça avec un truc qui n'est sans couleur. Donc c'est assez amusant. Ça fait un truc difficile à travailler, à mener. Et du coup, ce qui est amusant aussi, c'est que dans c'est que dès que vous mettez de la lumière, et alors dans ce genre de, si vous voulez, de tableau, ce qui est sympa, c'est que j'ai peut-être
Je crois que j'avais beaucoup d'aventures aussi là. Et puis des aventures avec les gens qui me regardaient peindre. Alors ça, j'ai des trucs pas possible. Mais ici, des aventures extraordinaires, insoupçonnées. Tout d'un coup, je mets un peu de clair ici, un jaune là. Et puis j'avais une impression de lumière extraordinaire, parce que comme le fond est un peu foncé, du coup la lumière, ça fait, c'est pas du jaune sur du blanc, c'est du jaune sur une espèce de grisouille. Donc du coup, vous avez les couleurs, comment dirais-je, s'expriment différemment. Vous avez une lumière il y avait une lumière que je n'attendais pas. Voilà. Alors qu'on était dans l'ombre en plus. Là, on est dans la pénombre, c'est la nuit, la personne dort. Bravo. Bravo. En tout cas, oui, pour moi c'est bon. Pour mes peintures? Ouais, pour moi c'est bon. Si vous voulez rajouter quelque chose d'autre. Sinon, moi je vous dis merci. Je peux peut-être juste dire une. Je vais juste. Oui, déjà parce que je vous dis, la peinture c'est pas de la photographie. À force de peindre d'après nature, ça devient, on s'éloigne de la peinture. Ah voilà ça. C'est que la peinture, c'est autant la forme que le fond. Vous êtes bien d'accord? Oui. C'est-à-dire que le matériau est aussi important que l'idée et les sentiments et les choses que l'on peint. Donc là, et c'est une de mes sœurs qui m'a dit ça tout à l'heure, et c'était très judicieux, elle m'a dit c'est marrant, je sens, il y a plus de matière, tu joues plus avec les matières. Là je me suis amusée, j'ai voulu faire une route à un moment donné. Comment faire la route? Il n'y a rien de plus sinistre qu'une route comme ça sous le... Ben pour moi, c'était pas sinistre, alors je savais pas comment. Et puis tout d'un coup, enfin, j'ai commencé comme ça, puis finalement, il y a comme un rythme, et je trouve que, je sais pas comment dire, oui, pourquoi je parle de ça? Ça évoque, oui, la route, je la construisais pierre par pierre, je sais pas, c'est comme si je construisais ma route avec des tout petits galets, non pas des galets, des pierres. Donc je donne, c'est plus la matière, quoi. Et puis en plus je suis un peu la trame dans une toile, il y a une trame en fait, il y a ça et ça. J'ai eu envie de, c'est ça, de jouer plus avec la forme. Avec la forme. C'est un peu ça, je ressentais, parce que c'est sur la route, mais aussi dans les champs. Oui. Tu crées quelque chose, un mouvement. Dans quel champ? Celui-là, le vert, le marron, l'autre qui est un peu foufou là, sur la gauche. Là? Non, là. Voilà, c'est la forêt, c'est très vivant quoi. Oui. Il y a différentes matières sur la toile. Oui. On voyage. Oui, c'est chouette ce que tu dis, oui, c'est ça. C'est ça. Par exemple, là, j'ai inventé des fleurs, ça n'existe pas des fleurs comme ça. Je voulais donner cette sensation que j'avais, un espèce de rose ce rose sur ce vert faisait lumière dans ce jardin. Bon, et j'ai pas voulu faire une forme qu'on voit. Comment dirais-je, j'ai inventé cette façon de faire et ça m'a bien donné cette sensation de lumière par rapport à une herbe un peu plus foncée. Là, je suis complètement libre. Si je veux me faire un ciel rouge, si je veux me faire... C'est génial de peindre sans avoir le motif sous les yeux. Je peux faire absolument ce que je veux. C'est ça. Mais j'avais assez de technique, si vous voulez. J'avais assez de technique pour pouvoir quand même faire quelque chose d'un peu vraisemblable et dans lequel on peut, un peu à 3D, dans lequel on peut rentrer, on peut se balader, mais on pourrait être une... Vous voyez, c'est pas de l'art abstrait dans lequel on peut se promener d'ailleurs dans l'art abstrait, tout à fait. Et voilà, et donc... Enfin, je vais... Bon. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît, parce que c'est pour le faire.
bonjour. Nous parlons sans arrêt pour finalement ne rien obtenir à la réalisation. Que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. L'effort physique est d'abord mental. Le premier n'existe pas sans ce deuxième. Toute réalisation est pensée avant tout. D'accord, un mental d'acier. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde balance, sinon. Moi je ne sais pas, on va dire je te connais pas, présente-toi. Donc je m'appelle Fabiola Ratsoa, je suis chanteuse soul reggae, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Unifili World, on est basé à Nantes et on chante un peu partout dans toute la France, en concert et sound system. J'ai commencé très jeune, je chante à l'Opéra de Nantes et en classe chant-études, donc je joue du piano, donc j'aime un peu toutes les musiques, ça va de l'opéra à la soul, au reggae, et voilà. Pointu, hein. Et t'as déjà un EP Non, là on va sortir notre mixtape de ce qu'on joue sur scène et là actuellement je prépare mon album avec Selecta Cathy à Love Sound. Voilà, 12 titres en préparation qui vont arriver bientôt. Donc il y a déjà mon clip en ligne qui s'appelle All Time et des lives aussi et quelques sons aussi enregistrés voilà, en phase B pour l'instant. Le plus gros va arriver là bientôt. D'accord. En tout cas, moi j'étais content de faire ta connaissance. Hein. Et bah, on peut peut-être appeler le Lion alors, si tu assistes. On va appeler Original MC. Oxygène, tu as fait la guerre, on a dit c'est un sans
Soldats de l'humanité, ce sont mes prières, tu nous en frères, soldats de mer, qui demande comme la lave je suis, sans concurrent tu suis. Je ne suis pas d'ici, ni de Washington DC. Je suis ce que je suis, je ne prétends pas être Messi. On me demande où je vais ainsi, comment ma vie je réussis. Je la passe pas dans les bars, je passe souvent très tard. Je combats après la gloire, beaucoup se sont fait avoir. Plutôt sagesse qu'apologie du vice. Pas de baisse, pas de justice, non ce n'est pas un fait d'artifice. Je suis comme le magma, fais gaffe au précipice. Ça peut cramer ton ADN, je vais garder sur le mec à gagner. J'ai grandi dans un cratère, je correspond pas à leurs critères. Je suis pas du genre à rester planté là, parce que le temps des villes vita, oh, j'ai grandi dans un cratère. Je correspond pas à leurs critères. Je suis pas du genre à rester planté là, parce que le temps des villes vita, maman dit oh yeah. Je peux pas avoir confiance en leur gouvernement. On est trop souvent mis de côté. Le temps passe, on constate tristement que les choses se sont dégradées. Je ne peux pas rester là calmement, en sachant que rien ne va changer. Et même si j'avance à contre-courant, si je voulais la ligne je l'aurais décroché. Et même si tous les jours c'est bad, bad. Et même si tous les jours c'est bad. Du bordel pour les mamas, des mamas. Du bordel pour les mamas, des mamas, des mamas. J'sais pas jouer autre chose que du reggae. J'sais pas danser, j'veux que sur le reggae. Ok, j'sais pas chanter, autre chose que du reggae. J'sais pas danser, j'veux que sur le reggae. Les directeurs artistiques ont la science en musique. Ils savent ce qu'ils aiment en tout cas. Oh, ils disent Monsieur Péka, tu as une jolie voix, mais pourquoi ton père comme ça? What? Prends plutôt une gratte sèche, laisse-toi pousser la mèche, et ta cote va monter en flèche. Oh oh, bla bla bla, ils disent du ré 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 ré, bla bla bla, mais je les laisse parler, perdre leur temps, ils parlent tout le temps, mais je les laisse parler, et user leur salive. Ils parlent tellement. Moi j'ai pas joué just yeah. J'ai pas dansé, tout le monde j'ai pas chanté autre chose que du reggae. J'ai pas dansé, jamais que sur le reggae. En politique c'est facile, ah, il suffit d'être habile pour emmener brouter les bœufs. Mais je suis pas le genre de bison
qui aime les bâtons, les barbelés pour horizon. J'sais pas jouer autre chose que du reggae. J'sais pas danser, j'fais que sur le reggae. J'sais pas chanter autre chose que du reggae. J'sais pas danser, j'fais que sur le reggae. Oh. Yes, I am. Le bordel là-dedans. Yes, I am. What am I supposed to do? So many young girls on my line. How could I just sit around wasting time? They want come get me. She told us I'll be